Chers amis, bonjour et un grand merci d'être présent parmi nous pour continuer en fait les célébrations parce que nous sommes dans 2 jours de célébration qui concernent ce collège. En fait, je dois vous dire, avant de voir une vidéo concernant Saint-Grégoire, que vraiment, nous avons décidé de faire cette signature il y a seulement 3 semaines, pour une simple raison. On n'était pas sûr de recevoir ce livre au Liban, on n'était pas sûr vraiment de la date de la parution de ce livre, mais on n'a pas pu résister à la tentation de faire une signature parce que le sujet, c'est vraiment l'éducation, l'histoire de l'éducation. Et le collège cette année, le collège Saint-Grégoire, célèbre ses 100 ans. C'est tout à fait cohérent et logique de penser à cette signature dans le cadre de ces festivités. Ce que je vais proposer, c'est quelque chose de très simple. On va d'abord visionner une vidéo qui a été préparée par nos équipes sur l'histoire de Saint-Grégoire. Et suite à ça, on va faire comme un dialogue, pour ne pas vous ennuyer, un tout petit peu autour du livre, quelques questions simples qui vont vous donner une idée du contenu et de la manière de faire. Et juste après, on va essayer de ne pas tarder, on va passer à la signature pour qu'on soit, je dois être prêt pour la messe à 5h moins le quart, c'est-à-dire on a une petite contrainte de temps. Je vais vous demander de passer la vidéo et peut-être d'éteindre la lumière. La mission du Collège Saint-Grégoire n'est pas seulement celle d'une école jésuite. Elle s'inscrit dans le douloureux passé de l'exode qui a suivi le génocide du peuple arménien. C'est d'abord une mission de survie qui mise sur l'éducation des jeunes pour faire éclore la culture de la vie. Tout commence avec le père Jean Messérian, jésuite arménien qui fonde le foyer éducatif Saint-Grégoire au cœur d'Achrafieh, dont la mission principale sera d'assurer une formation aux jeunes Arméniens rescapés du génocide et réfugiés à Beyrouth. Une scolarité basée sur les valeurs chrétiennes ancrées dans le cœur et la culture du peuple meurtri. C'est en mai 1923 que le père Messérian entame l'aventure éducative avec des enfants du quartier auxquels il prodigue de premières leçons. Ce n'est que 5 ans plus tard, en 1928, que fut bâti le premier campus du collège Saint-Grégoire, l'Illuminateur. Mai 98. Au sortir de la guerre du Liban et de ses ravages, la Compagnie de Jésus décide d'affilier le collège Saint-Grégoire au collège Notre-Dame de Jamour avec le même projet éducatif, le même règlement intérieur et les mêmes exigences pédagogiques. En 3 mois, les vieux bâtiments du campus d'Achrafieh sont transformés, réhabilités en un collège flambant neuf, doté d'un équipement des plus modernes, fin prêt à accueillir ses élèves pour la rentrée de septembre 1998. Au fil des ans, l'effectif écolier croissant, dépassant de loin les estimations initiales, un nouveau bâtiment moderne vient compléter l'architecture du campus en 2007. Et en 2018, le campus voisin de l'école arménienne Sainte-Suzanne des Sœurs de l'Immaculée Conception est acquis par la Compagnie de Jésus et intégré à celui de Saint-Grégoire. Le collège a le vent en poupe. Fort de sa mission et de ses valeurs, il se développe et ses effectifs vont croissant. 4 août 2020. 18h07. Le port de Beyrouth explose. En un instant, toute la côte de la ville est soufflée. Dans les locaux du collège, le gardien, Miled, est le seul présent. Il s'en sort miraculeusement indemne, mais tout autour de lui évoque l'apocalypse. Parents, élèves, éducateurs, employés ont tous été victimes du désastre. Certains déplacés, d'autres blessés ou pire, des centaines de personnes ont été touchées au plus profond de leur être. Au collège Saint-Grégoire, on voit arriver avec surprise et émoi les premiers volontaires dont la manifestation de solidarité étonne à l'heure où tout, partout, exhale la douleur et la dévastation. Les travaux de déblaiement débutent très vite et révèlent au grand jour toute l'ampleur des dégâts. Le bâtiment neuf de 2018 est le moins endommagé des 3. Sa façade couleur brique
se teint de pastel en harmonie avec les autres bâtiments du campus. Le bâtiment bleu, lui, doit être entièrement refait. Quant au bâtiment historique de 1928, il n'en reste plus que les murs. Grâce aux aides, notamment du gouvernement français, le chantier démarre sans délai et, le 19 décembre 2020, la mélodieuse voix de Jouman Amdaour fend le vide et rappelle à la vie, depuis la cour du collège Saint-Grégoire. Par l'action de l'association Beit El Baraka et ses talentueux muralistes, les 3 façades des bâtiments entourant le collège Saint-Grégoire prennent vie, aux couleurs de l'espoir et de la motivation. Le 5 mai 2021, les élèves du collège Saint-Grégoire réintègrent enfin leur campus d'Achrafir. Des travaux de grande ampleur en ont changé la face, en accord avec la promesse que fit le père Cherbul Batour au lendemain même de l'explosion du 4 août. Le collège Saint-Grégoire sera reconstruit, et il sera même mieux qu'avant. Promesse tenue, défi relevé. Aujourd'hui, cette histoire jalonnée de drame a laissé la place au sourire, à la joie d'apprendre, au bonheur d'être ensemble et à l'engagement collectif pour le bien de la communauté. Loin d'occulter ce qui a constitué sa mission originelle, le Collège Saint-Grégoire est plus que jamais tourné vers l'avenir, prêt à célébrer son siècle de formation d'hommes et de femmes pour et avec les autres. Voilà, d'abord, bienvenue à Beyrouth, à Saint-Grégoire, dans cet établissement que vous connaissez bien. Et ce qu'on va faire, comme on s'est dit ce matin, c'est on va se poser des questions. Sentez-vous libre de me poser même des questions. On va donner un peu de temps aussi à l'assistance de poser des questions. Peut-être la première question qui m'est venue ce matin à l'esprit, elle est simple. Pourquoi ce livre? Pourquoi aujourd'hui écrire un livre qui s'intitule « L'exception éducative libanaise ». La question m'est posée, alors je vais y répondre. Je voudrais avant tout de même dire à quel point je suis heureuse de faire cette co-présentation du livre dans cet établissement-ci et pas dans un autre. J'ai vu le reportage avec vous. Cet établissement, je crois, symbolise assez les établissements en général au Liban qui passent du drame à la Renaissance. Le dernier drame et la dernière Renaissance, on l'a encore vu en images. Quelques semaines après l'explosion au port de Beyrouth, j'ai pu visiter l'établissement. J'ai vu dans l'état dans lequel il était, même si effectivement tout le monde avait, en un week-end, je crois, totalement tout déblayé. Quelques petits mois après, j'ai pu voir aussi à quel point il avait déjà été rénové, réhabilité, avec une rapidité, une perfection, qui peut-être là aussi signe une forme d'exception libanaise. C'est très surprenant, ça a surpris absolument tout le monde, mais en tout cas, il a été rénové et sans doute rénové encore plus beau qu'auparavant. Je voulais juste dire ça tout de même avant de commencer. Et sur le livre maintenant, effectivement, pourquoi ce livre? C'est la première question qu'on peut se poser. D'un constat commun d'abord, du constat que... Alors ce livre d'abord, oui, vous dire que son objet, au-delà du titre, sur lequel on va peut-être revenir un petit peu plus tard, mais son objet général, c'est un panorama général, historique et actuel du système éducatif libanais. Et à l'origine du livre, c'était un constat donc partagé. Moi, je posais beaucoup de questions. Je suis fonctionnaire française, donc je viens depuis 6 ou 7 ans, je ne sais plus, au Liban, sur le volet éducation. Donc je connais effectivement les établissements homologués français, je connais les établissements chrétiens, je connais un peu l'enseignement public. Et quand je posais des questions sur les écoles fondées par d'autres communautés, alors où je n'avais pas de réponse, où les questions étaient très évasives, où vraiment il n'y avait rien autour, et je ne trouvais pas de source non plus. Donc il a fallu poser des questions au-delà des sources elles-mêmes, parce que dans le fond, une fois qu'on a commencé, qu'on s'est décidé à rédiger ce livre, et à faire ce premier panorama qui dans le fond n'existait nulle part à ce moment-là, j'ai cherché auparavant pour trouver les réponses des ouvrages au Liban, en français pour moi, mais au Liban ou en France, et nous n'avons rien trouvé, ni en français ni en arabe. Bon, l'idée, peut-être l'explication que j'en ai, c'est que dans ce pays, mais c'est qu'après avoir rédigé le livre, et malgré ces 6 ou 7 ans au Liban, mais il faut passer beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce pays,
Dans le fond, peut-être effectivement, chacun connaît essentiellement les écoles de sa communauté, on peut le supposer, ça semble même naturel, ici, au Liban. Ou bien on connaît des établissements très particuliers comme Jamour et son réseau Jamour, c'est-à-dire Saint-Grégoire également, c'est-à-dire des établissements d'élite un peu particuliers où on accueille effectivement des élèves de toutes les congrégations, de toutes les confessions, pardon. Et donc voilà, nous avons essayé de faire un premier essai de panorama général du système éducatif, à la fois historique et puis aussi aujourd'hui, un panorama d'aujourd'hui de ce système, avec un point quand même, un focus particulier à la fin du livre sur le réseau homologué, parce que tout de même il y avait des choses à en dire. Voilà. Et moi je poserais bien une autre question en revanche, c'est, et on s'est posé cette question tout de suite, c'est dans le fond, à quel public voulions-nous nous adresser, Père Charvet? Écoutez, pardon. Alors, bien sûr, quand on écrit même un email ou un WhatsApp, on se demande à qui s'adresse ce message. Et il y avait une petite hésitation, et je pense, si vous allez lire le livre, vous allez voir, parfois, on s'adresse au public français pour faire connaître l'éducation au Liban et l'histoire de l'éducation, et parfois notre discours s'adresse aux Libanais eux-mêmes. Et j'aime bien ce ballottement dans ce livre. Il y a vraiment les deux publics. La question, on peut se poser, qui en France pourrait s'intéresser à un sujet pareil? Quel Français, quel type de gens en France pourraient s'intéresser à ce livre? Je ne sais pas, à votre avis, qui? Bon, on y a pensé, bien évidemment. Dans le fond, l'éditeur, c'est un éditeur qui s'appelle Berger-Levrault. Berger-Levrault, c'est un éditeur en France qui existe depuis 200 ans et qui s'adresse essentiellement aux chefs d'établissement, aux enseignants, aux chercheurs, aux universités, diffuse les livres dans les centres, dans les bibliothèques, les centres de documentation scolaire, universitaire. C'est la première fois qu'il publie un livre. Durant toutes ces décennies, il a publié beaucoup de livres sur le système éducatif français. C'est la première fois qu'il publie un livre sur un système éducatif qui n'est pas français. Donc c'était un peu une première aussi pour eux. Et dans le fond, aujourd'hui, chaque fois qu'on parle d'éducation, tout de même en France, depuis plusieurs années, il y a toujours un petit volet de comparaison internationale. Donc on s'est dit d'abord qu'effectivement, le Liban est tout de même un pays très connu en France. Je n'imagine pas un chef d'établissement ou un enseignant en France qui ne suivent pas au moins un peu l'actualité du Liban, qui est un pays qui n'est pas un pays neutre pour la France. Donc il y avait ce volet de comparaison internationale qu'on voulait. Et puis je l'ai dit, il y a un dernier chapitre qui est un point, qui fait un focus particulier sur le réseau homologué français. Et sur ce réseau homologué, vous ne le savez sans doute pas, mais en France, personne ne le sait non plus et c'est fort dommage. La France a un réseau d'établissements sous programme français de plus de 550 établissements dans le monde. C'est à peu près le seul pays à avoir ce réseau-là. En France, on le sait peu. On le sait peut-être peu parce qu'on imagine que les établissements qui font partie de ce réseau, ce sont tous un peu des petits Jamours, c'est-à-dire que dans le fond, il y a cette idée un peu que ce sont des établissements très particuliers, qui ont été faits pour des familles françaises expatriées, qui ont beaucoup de moyens, qu'aujourd'hui sont fréquentés par les élèves de familles, effectivement, d'autres pays, mais qui ont aussi énormément de moyens, et donc des établissements très singuliers et qui, dans le fond, n'ont pas grand-chose à voir avec les établissements ordinaires en France. À notre sens, c'est totalement faux. D'abord, dans ces établissements, et ceux qui connaissent le réseau de Jamour, et moi je l'ai découvert en tout état de cause, il y a bien sûr, et c'est tout à fait normal, des élèves de familles d'élite, de notables, mais il y a aussi une forte proportion d'élèves, alors pour ce qui est du Liban, de l'ancienne classe moyenne qui n'existe plus libanaise, ou bien des élèves vraiment pauvres, mais qui sont soutenus sur des fonds de bourse de façon très discrète, puisque ces fonds de bourse, on les alimente souvent par des levées de fonds propres, notamment dans les établissements chrétiens. Donc c'est pas quelque chose qu'on met tout à fait en avant. Et il y a dans ces établissements, du coup, qui sont strictement sous programme français, tout de même des spécificités qui aujourd'hui seraient vraiment d'un intérêt majeur chaque fois, par exemple, qu'on prépare une réforme en France. C'est-à-dire qu'il y a des marges d'autonomie incroyables. Il y a, par exemple, si je prends l'exemple libanais, effectivement, une façon d'enseigner à des jeunes qui seront pratiquement naturellement trilingues. On a quand même beaucoup de leçons à recevoir de ce côté-là en France, avant que nos élèves eux-mêmes deviennent un jour trilingues et même bilingues, malheureusement. Enfin, aujourd'hui, ils le sont quand même un peu de plus en plus. Il y a une façon aussi d'enseigner l'arabe. J'ai découvert en visitant les établissements au Liban
que même au Liban et dans les établissements, par exemple, du réseau homologué que je connais mieux, quand j'interrogeais des petits collégiens, beaucoup ne souhaitent pas, ne veulent pas, me disent explicitement qu'ils ne veulent pas apprendre l'arabe. Alors on donne un peu quelques explications et quelques raisons que j'ai découvertes peu à peu. Mais en tout état de cause, la France aurait de ce côté-là, sur la laïcité aussi. J'ai découvert le Liban la première fois que je suis venue parce qu'une sœur qui n'a pas pu être là, qui s'appelle sœur Mariam Nour du Carmel, était invitée à un dîner à l'ambassade et qu'elle s'est ruée vers moi en me disant « Madame, en France, on n'en fait plus assez en matière de laïcité ». Ce qui est quand même tout à fait paradoxal pour un fonctionnaire français. Et donc on met du temps à comprendre pourquoi on peut vous dire ça au Liban. Donc il y a énormément de choses à regarder de ce côté-là. Et je pense que du côté de la France, il faut avancer de ce côté-là. Et ce livre servira à ça. J'étais un peu long, pardonnez-moi. Une question qui se pose, et elle nous a été posée déjà par la journaliste, je pense, de Liban News. Est-ce qu'on avait au départ le même point de vue? Est-ce que le point de départ était le même, ou chacun venait d'un horizon différent? À votre avis, comment vous percevez les choses? J'ai pas eu l'impression qu'on avait vraiment des points de vue très différents, et on a écrit sur tous les points. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a écrit sur les écoles catholiques et l'autre qui a écrit sur les écoles de la MLF, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'on pourrait imaginer aussi assez facilement au Liban. On a écrit absolument l'un et l'autre sur l'ensemble des questions de ce livre. Mais on vient évidemment d'horizons très différents. Évidemment. Moi, je suis fonctionnaire française. Je suis née en France, je découvre le Liban. D'abord, je n'avais évidemment pas l'infinie connaissance du système éducatif libanais qu'a Père Charbel. J'ai tout découvert en lisant beaucoup. On a essayé de trouver des sources, bien évidemment. Les sources, on les a trouvées pour les établissements chrétiens en particulier. Mais même sur les établissements chrétiens, on a trouvé quelques ouvrages un peu généraux, beaucoup d'articles, et puis des thèses, toutes sur un sujet très particulier de ce système éducatif. Là aussi, rien n'était absolument général. Donc voilà, on venait d'horizons divers. Moi, j'ai beaucoup appris. Il y a des choses qui m'ont parfaitement étonnée, que je n'imaginais même pas en prenant mes fonctions ici au Liban, quand je ne savais même pas ce qu'était un maronite et que j'essayais de comprendre désespérément, ou que je lisais mes fiches pour savoir la différence entre sunnites et chiites. Donc depuis, j'ai appris beaucoup de choses quand même dans ce pays. Je pense savoir un petit peu plus. Mais voilà, je pense qu'on avait surtout des profils différents. Je n'ai pas eu l'impression qu'on soit affrontés sur un sujet ou un autre. Non, pas vraiment, mais parce que vous avez un point de vue quand même de l'inspecteur ou l'inspectrice à partir de la France, qui connaît bien le système français, qui pratiquement a sillonné le monde, c'est-à-dire vous avez voyagé beaucoup. Or, moi, je suis prêt dans l'opérationnel, le quotidien, je suis chef d'établissement. C'est vraiment, on peut dire que le point de départ n'était pas le même. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les discussions qu'on a eues, petit à petit, les choses émergeaient. Et pratiquement, on a été pratiquement d'accord sur tous les points. Peut-être vous allez le remarquer en lisant le livre. Et puis, une question qui m'est venue à la tête ce matin, je vous la pose et je vais me la poser. Qu'est-ce qu'on a découvert? Parce que quand on écrit, le processus d'écriture, ce n'est pas un processus où on sait tout à l'avance. Je ne sais pas si vous avez écrit des livres, mais quand on écrit, on a peut-être une thèse floue et petit à petit, elle s'éclaircit. Et dans mon cas, ça a été vraiment le cas. J'ai fait quelques découvertes intéressantes, mais je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous avez découvert en écrivant ce livre? Alors, peut-être, je dirais que ce que j'ai découvert, c'est le lien encore, une chose au moins, le lien encore plus étroit que ce que j'imaginais de la France et du Liban. C'est-à-dire qu'on sait, évidemment, on lit beaucoup que ces deux pays, effectivement, sont liés depuis très très longtemps. Le premier chapitre est essentiellement historique. Et en rédigeant, effectivement, et pour ma part, en lisant beaucoup, effectivement, sur le sujet, par exemple, j'ai trouvé des réponses à une question que je me posais depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on fait un état des lieux, on voit un système éducatif très particulier, vraiment une singularité libanaise, avec 70% d'établissements privés. Bon, si on n'a pas l'abord historique aussi sur la question, on pourrait avoir du coup un abord extrêmement idéologique sur la question, et ce serait vraiment, vraiment dommage. Quand on a cet abord historique, qu'est-ce qu'on découvre? Que la France, entre autres, la France à travers l'action de ses congrégations religieuses, pères et sœurs, qui ont sillonné le pays et qui étaient des congrégations enseignantes en particulier,
et qui ont installé ce réseau privé à travers tout le Liban, soutenu par la France, et même paradoxalement soutenu par la Troisième République. La Troisième République, Gambetta, fermait les écoles, les congrégations elles-mêmes d'ailleurs, mais les écoles des congrégations en France, et dans le même temps, très pragmatique, se disait que dans le fond, on avait, notamment au Liban, des pères et des sœurs qui véhiculaient finalement extrêmement bien l'influence française, et que du coup, il fallait être pragmatique, et la Troisième République a même abondé les financements aux écoles confessionnelles du Liban. Donc on découvre tout cela, et dans le fond, parallèlement, il y avait aussi les protestants, les Anglais et les Américains, qui, eux, arrivaient au Liban et de la même façon installaient des écoles évangéliques protestantes, dans une forme de concurrence d'ailleurs, avec un mot qui est d'ailleurs très drôle et qui est souvent repris, je crois qu'il est vrai, si je me souviens, je ne sais plus son nom, mais en tout cas d'un des fondateurs de l'Aïoubi, qui, avant de construire l'Aïoubi, a aussi contribué à installer des écoles au Liban, et qui, le jour de l'ouverture d'une de ces écoles, dans son discours, a pu dire « Aujourd'hui, j'ouvre 2 écoles, celle que je fonde moi-même, et puis celle que les jésuites ne vont pas tarder à fonder pour nous concurrencer. » Donc, cette forme de concurrence, dans le fond, elle a contribué à installer tous ces établissements privés. Et du coup, en contrepoint, effectivement, on comprend bien aussi d'abord qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour l'enseignement public, qu'il y a eu, alors ça je ne sais pas, vous Libanais qui lirez, mais en tout état de cause, de ce que moi j'ai pu lire des sources, des écoles publiques installées par la sublime porte, hein, par les Ottomans, dont les Libanais ne voulaient pas, mais qui néanmoins ont contribué à instaurer une première forme d'organisation d'écoles publiques sur le territoire. Bon, cela étant, elle n'était pas d'une qualité exceptionnelle, même au moment du mandat français, l'ambassade n'a pas souhaité soutenir ces écoles publiques tellement on les jugeait mauvaises, donc c'était déjà dire. Et dans le fond, ce pays qui a été sous influence extérieure depuis toujours, dans le fond, les Mamelouks, les Ottomans, la France, eh bien, il devient indépendant en 1943, et à ce moment-là, effectivement, il y a un petit sursaut. On commence à installer un réseau d'écoles publiques. En 1960, on a même un essor assez extraordinaire, et puis c'est la guerre civile, et puis la guerre du Liban. Et donc tout s'arrête et jamais ne se reprend vraiment. Voilà. Donc peut-être que je dirais que je vais insister là-dessus pour ma part. Oui, moi je voudrais parler de deux découvertes. J'ai découvert beaucoup de choses, mais il y a 2 choses qui m'ont vraiment arrêté. La première, c'est je ne savais pas à quel point était important, et malheureusement c'est pas suffisamment dit au Liban et ailleurs, à quel point était important cette fondation que j'ai appelé le squelette du système éducatif libanais, à savoir le collège maronite de Rome. C'est incroyable de penser que dans ce petit pays, mon Liban, inconnu, insignifiant, qu'il y ait une école dans la capitale de la culture, dans le pays de la Renaissance, dans le centre le plus important à ce moment-là de l'Europe, qu'il y ait une école pour la formation de qui? Des prêtres, qui seront par la suite, au moins une partie, envoyés au Liban. Et ces mêmes prêtres vont commencer à fonder des séminaires et petit à petit des écoles. Et c'est ça qui va vraiment impacter tout le système. Je ne savais pas, je savais que ce collège était important, mais je ne voyais pas dans les faits combien ça a été important. Peut-être dans le livre, c'est clair, on le montre, combien toutes les écoles, depuis pratiquement 1624, le premier petit séminaire dans la vallée sainte, le vallée de Marhawa, Saïd Hawa, pardon. Depuis ce petit séminaire jusqu'à, je dirais, la fondation de Jamour Saint-Grégoire, il y a un fil conducteur très important. Et ce n'est pas par hasard que tous les collèges romains, entre autres le collège maronite de Rome, a été géré par les jésuites à la demande du pape, qui ont développé, suite à plusieurs facteurs historiques, une expertise en matière de l'éducation. Nous, les jésuites, on dit que l'éducation, c'est vraiment notre deuxième vocation. On est éducateur, si vous voulez, sans trop réfléchir. Ça, c'était la première découverte. Mais la deuxième, alors là, c'est un sujet plus délicat. Je ne sais pas si on va passer ça à la télé. Je découvre, moi qui suis né en 1968, qu'il y avait des écoles israélites au Liban, l'Alliance internationale israélite.
Vraiment, quand j'ai commencé à lire là-dessus, je suis tombé des nues. Je savais que la communauté juive faisait partie du tissu libanais. En 1926, la communauté juive faisait partie des 18 communautés constituantes du Liban, mais je n'avais aucune idée sur la présence d'institutions, c'est-à-dire la première institution quand même, 1869, c'est-à-dire quelques 99 ans avant ma naissance. C'est énorme. Et ces écoles étaient actives et opérationnelles jusqu'à très récemment, pratiquement pendant la guerre libanaise. Elles ont disparu pour les raisons que vous connaissez. Et en plus, que le Liban, même après la fondation d'Israël, a été un petit refuge pour la communauté juive de la région. Il y a eu une communauté présente qui, je dirais, en tant que Libanais, maronite, malheureusement, elle n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'elle faisait partie de la richesse de ce pays, et je dirais même, j'aimerais bien aller plus loin, pour dire, c'est un témoignage que les Juifs avaient un pays et une nation qui les accueillait avant même la fondation d'Israël. On parle de quelques décennies avant la fondation d'Israël. La communauté juive était au Liban, comme n'importe quelle communauté, c'était une petite communauté. Alors là, peut-être aussi, c'est une petite nouveauté sur laquelle on braque un peu la lumière dans ce livre. Et je pense qu'il y a un enjeu là pour l'avenir que je développerai une autre fois, parce que quand même, il faut qu'on pense que l'avenir n'est pas à la guerre, mais à la paix, malgré les souffrances du peuple palestinien et du peuple libanais, du coup. Mais peut-être il y aurait là un petit noyau sur lequel on peut construire. Voilà, ce sont les deux découvertes rapidement que j'ai faites. Oui, alors peut-être un tout petit mot sur la question du collège maronite. Juste dire, alors ça c'est peut-être justement l'acception française et plus de la fonctionnaire française quand on dit qu'on n'a pas tout à fait le même profil et le même parcours. Ce livre, si je puis dire, alors je ne sais pas, Père Charbel, si vous accéderez à ce que je dis, mais je dirais qu'on a voulu explicitement écrire un livre laïque, si je puis dire. C'est-à-dire laïque dans le sens, non pas laïcard français, mais laïque dans le sens où on ne fait la promotion d'aucune communauté, ni d'aucune religion, si je puis dire. Et donc, ce livre, on a mis à plat, quand je dis panorama général du système éducatif libanais, on a un chapitre peut-être un peu le plus fastidieux, parce que celui-là, il faudrait que des chercheurs fassent quelque chose de plus dynamique, mais où on liste un peu les écoles construites par toutes les communautés. Alors, c'est extrêmement intéressant, ça a été pour moi extrêmement intéressant, parce que dans le fond, quand on fait cette histoire, c'est pas seulement l'histoire de l'école, à mon sens, c'est presque l'histoire du Liban lui-même, qu'on lit à travers tout cela, c'est-à-dire depuis les écoles effectivement chrétiennes, qui ont été et qui sont encore d'une certaine façon la colonne vertébrale du système éducatif de ce pays. J'ai découvert effectivement, et grâce à toutes les explications de Père Charbel, à quel point effectivement ces prêtres maronites, qui demandent effectivement, ce clergé maronite, qui demande à avoir des prêtres formés et qui reviennent apportant avec eux toutes les valeurs de la Renaissance, de l'Europe, et qui vont diffuser ça au Liban, à quel point, et qui vont contribuer à construire des écoles modernes au Liban, modernes privées, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement précieux, intéressant, important. Et je crois qu'on peut le dire de façon vraiment totalement objective, et c'est ça qui est bien. Ce livre étant laïque à mon sens, on peut aussi dire que effectivement le collège maronite, ça a été vraiment le vecteur, la matrice de l'ensemble du système éducatif libanais. Et quand on lit effectivement la progression aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, on a aussi fait un point sur les écoles, évidemment, qui ont été construites après coup, les écoles des Makassid, mais aussi les écoles chiites de dernière génération. Là, on voit effectivement qu'en ce moment, elles se multiplient. Donc, on a toute cette lecture à la fois de l'école et du Liban, semble-t-il. Dans la discussion qu'on a eue, je me rappelle de ce coup de fil qui a duré peut-être 1h30, quand on parlait de la question de l'école, du collège maronite de Rome. J'ai découvert en parlant, là aussi, que vraiment, et ça fait partie des thèses que j'ai essayé de développer avec Christine, que ce lien avec l'Italie de la Renaissance est un lien en général avec l'Europe, et d'une certaine manière, le Liban au XVIe siècle s'est renoué avec son passé très lointain, en lien avec l'Empire romain, avec Byzance. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'évoque pas beaucoup, comme si le Liban était né hier. Or, on a des racines vraiment qui sont très 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 loin dans l'histoire.
Ce matin, en réfléchissant un peu à ce que j'allais dire, j'ai découvert aussi qu'il y a une partie vraiment qu'on a mis de côté, mais ça sera peut-être l'objet d'un autre livre, sur l'importance quand même. Il faut dire qu'il y a eu, on peut faire remonter tout ce système à ce qu'il y a eu au Liban. Au Liban, il n'y avait pas le Liban. Mais si vous voulez, du côté de la Phénicie, avec le développement de l'alphabet, parce que c'est un champ de recherche très très large. Et puis il y a la fameuse école de droit de Bérite, qui était l'école de droit dans le monde. Et puis il y a un apport du imam Ouzaï qu'on n'a pas développé, et je regrette, parce que là il s'agit du 8e siècle, un homme du Liban, un sunnite hyper ouvert, défendant la communauté chrétienne au moment le plus difficile, il a développé son école. Et là aussi, il y aurait quelque chose à compléter, je dirais, ce panorama. Parler de l'école maronite, c'est pas, si vous voulez, un discours confessionnel, loin de moi, mais c'est plutôt pour insister sur ce lien historique qui nous lie, j'ose dire, par la mer, par l'eau, par la Méditerranée, à ce continent qui nous est cher, qu'on le veuille ou pas, qui s'appelle l'Europe. N'oubliez pas que l'Europe, c'est un mythe qui est sorti de Tyr. Même au niveau mythologique, ça veut dire inconscient, il y a un lien avec l'Europe. Est-ce que je peux ajouter bien une sûr, petite chose? Bien sûr. Je dirais que si je dois revenir aussi quelque chose, c'est que on a toujours on parle toujours de ce Liban comme d'un pays sous influence extérieure, mais ce qui est aussi, et on en a fait tout le 2e chapitre du livre, le Liban n'a pas attendu ni l'Europe ni qui que ce soit pour se préoccuper et porter une attention très particulière à son système éducatif. C'est-à-dire qu'il y a des écoles un peu partout, tenues par des prêtres, des imams, des rabbins, donc. Et puis ensuite, il y a le collège maronite, et puis ensuite, il y a un autre concile en 1736, et à ce moment-là, on instaure les premières écoles primaires obligatoires, gratuites, ouvertes aux filles comme aux garçons. Alors ouvertes aux filles parce que, en réalité, si on lit les choses, c'est pour qu'elles ne divaguent pas dans la campagne. Les arguments peut-être aujourd'hui seraient moins tenables pour nous, mais en tout état de cause, ouvertes aux filles. Et bien avant, un peu avant la Révolution française même. Donc le Liban n'a pas attendu non plus ni la France ni l'Europe pour se préoccuper d'éducation. Et ça, c'était une découverte pour moi. On ne le dit pas toujours assez. Vous savez, Christine, d'où l'importance, à mon avis, de ce livre, ce que la majorité des Libanais ignorent, que déjà en 1736, il a été dit au Liban que l'éducation doit être gratuite, elle doit être aux garçons et aux filles. On parle quelques 50 ans, plus que 50 ans avant la Révolution française. Le public libanais ignore complètement, ou presque, cette réalité. Et j'espère que ce livre, quand même, va contribuer à donner cette conscience aux gens. Et pourquoi ce discours? Ça, j'ai oublié de le dire au début. On fait tout cet effort de mémoration et d'histoire pour dire qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de défendre ce système. Aujourd'hui, c'est une nécessité de défendre nos écoles. Aujourd'hui, il faut tout faire pour ne pas laisser nos institutions dans la tourmente de la crise économique. C'est-à-dire, on n'est pas seulement en train de se rappeler des histoires intéressantes, mais il s'agit aujourd'hui de faire quelque chose pour construire, bien sûr, l'avenir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se laisser avaler, si vous voulez, par le présent, mais il s'agit aussi de penser l'avenir. Peut-être un mot, parce que Henri Drand est là. Oui, bien sûr. Mais peut-être rappeler aussi, je ne sais pas si on le dit assez, mais après tout, puisque c'est le cas, que la France a apporté un soutien financier énorme, qu'elle n'a jamais apporté autant, où que ce soit, pour le Liban. J'entends une petite musique aujourd'hui qui est un peu particulière sur la France, mais en tout état de cause, la France n'a pas abandonné le Liban du tout. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en 2 ans et demi, sur le réseau homologué, c'est tout de même, Henri, tu le dirais mieux que moi, mais 50 millions d'euros qui ont été apportés par la France. Une bonne partie des établissements de ce réseau, sans doute en partie français, mais constitués essentiellement d'établissements sous statut libanais, qui sont sous programme français, auraient disparu, auraient fermé si tout ce soutien n'avait pas été apporté. Et on l'a dit dans le reportage, soutien même aux établissements qui ont été très touchés par l'explosion au port de Beyrouth, là aussi une forte somme d'argent pour soutenir tous ces établissements qui ont pu aussi, entre autres,
être rénové. Alors après, il ne faut jamais méconnaître aussi que tout cet argent n'aurait quand même pas suffi pour maintenir ce réseau dans ce pays qui se délite chaque jour un peu plus, qu'il y a aussi tous les efforts des chefs d'établissement eux-mêmes. Il n'y a pas un été où je n'ai pas vu que les chefs d'établissement travaillent tout l'été, quand effectivement ils pourraient aussi prendre des vacances. Des chefs d'établissement qui font des opérations de levée de fonds, et Père Charbel en est le premier représentant, qui se dévouent corps et âme. Alors il est vrai que ce sont aussi effectivement des congrégations, donc il y a une forme de mission. On ne va peut-être pas demander cela à un chef d'établissement laïque, je n'en sais rien précisément, mais en tout état de cause, il y a eu un investissement formidable aussi qui a permis de compléter aussi ce soutien français, et pour l'instant, donc ces établissements vivent encore et sont loin d'être morts. En tout cas, Christine, il suffit de dire que sans le soutien exceptionnel de la France, on n'aurait pas été ici, dans cet amphithéâtre qui était dévasté, pour ne pas dire plus. J'ai une petite crainte pour le temps, j'ai encore beaucoup de questions qu'on va laisser pour une autre fois, mais peut-être il faut qu'on termine cet entretien autour du livre sur la question quand même de l'avenir que j'ai entamé. On écrit un livre, bien sûr on se rappelle notre passé, on essaye de comprendre notre présent, mais aussi qu'en est-il, quid de l'avenir surtout, qu'il y a quand même un souci au Liban parmi, enfin je dirais dans la communauté francophone. Quel est l'avenir de cette relation, le lien, parce que le livre parle du lien, quel est l'avenir? On voit la balance basculer un tout petit peu du côté des Américains et des Anglais. Le nombre d'élèves qui apprennent l'anglais cette année, peut-être il a dépassé de peu les élèves qui apprennent le français avec l'arabe. Pourquoi ce lien est important? On sait qu'il a été très important, mais pourquoi il est important aujourd'hui et pourquoi il sera important à l'avenir? C'est une question quand même au fond du travail qu'on a fait. La parole est à vous, on a beaucoup parlé. Voilà. Bonjour, c'est impressionnant ce qu'on vient d'entendre. C'est très important de conserver cette histoire de richesse des confessions libanaises, bien entendu. On est à 25 rites au total. Officiellement, on est 25. Officiellement, en fait, réellement, c'est 25 rites, y compris les rites acquis par les mariages. D'accord. Jusqu'au hindouisme et tout autre. D'accord. Ce qui est quelque chose de très important, il ne faut pas hésiter de présenter ce livre comme étant mettre en valeur cette richesse confessionnelle, parce que juste pour la laïcité, donc il ne faut pas être intimidé en disant que les confessions, elles sont là, elles font partie du tissu, et c'est finalement, effectivement, c'est une analyse relative à cet enrichissement, et ce qui est important, comment le conserver, vraiment, comment le conserver, et jusqu'où on va, avec toutes les difficultés, et le contexte écologique sous toutes ses formes. Et deuxièmement, pour les jésuites, éduquer, c'est prier de foi. Donc, c'est une deuxième prière. Il y a une manière de raconter notre histoire confessionnelle sans qu'on soit confessionnel. Mais ça demande une gymnastique un peu spéciale. Voilà. On vous a tout expliqué. Il y a Georges Maxime. Oui. Est-ce qu'on peut passer le micro? Je suis sûr que Georges Maxime a assez de une voix assez forte pour s'exprimer. La parole est à toi, Georges. Merci beaucoup déjà pour cette présentation. C'est un super rapport en tout cas, et vous avez par ce livre porté un très bel héritage pour tout le monde, que ce soit au niveau de l'éducation nationale libanaise ou forme de richesse quand même. La question qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est quand même par rapport aux nouveaux défis auxquels on fait face aujourd'hui, surtout l'éducation libanaise. Ma question se porte en fait sur est-ce qu'il y a une forme d'intrusion ou une implémentation d'un système éducatif anglais ou anglophone qui pourrait aujourd'hui concurrencer cette base qui a déjà été établie et qui pourrait aussi porter préjudice à cette stabilité, à cet avenir dont vous avez évoqué? Est-ce qu'aujourd'hui c'est considéré comme une crainte déjà? Et comment aujourd'hui on peut renforcer et montrer que ce système français, qui a quand même un système qui est homologué avec la France, est le meilleur système pour les futures générations? Voilà, merci. Je vais essayer de te dire quelque chose. Je n'aborde jamais la question de l'anglais ou de l'influence américaine ou anglaise au Liban d'un point de vue de la peur.
Personnellement, je suis contre cette idée. Pour une simple raison. Parce que nous, Libanais, on espère, on désire être amis avec tout le monde. Être ami avec tout le monde, ça ne veut pas dire se fondre dans la culture et dans la mentalité de tout le monde, loin de là. Je ne vois pas aucun problème à être entièrement et complètement francophone, tout en ayant une ouverture à la culture anglo-saxonne, etc. Pour nous, au moins dans ma tête, ce ne sont pas des choses contradictoires. Au contraire, le Liban n'a jamais été un pays où il y avait une seule langue, une seule culture. Je peux le prouver, mais j'ai besoin de temps. Depuis l'aube des temps, un Libanais lambda parlait au moins deux langues, pour ne pas dire plus. Maintenant, ayant dit cela, il ne faut pas être naïf. Il y a des agendas. En t'écoutant, j'ai à l'esprit cette rencontre avec un haut responsable américain qui me dit « Mais pourquoi vous êtes encore dans le français? Pourquoi vous enseignez les français? À quoi ça sert le français ?» Et bien sûr, on est bien conscient que peut-être il y aurait un agenda pour étouffer, je dirais, cet héritage francophone au Liban. Et je peux dire que Jamour est là. C'est-à-dire, on ne va pas céder sur ce point et on va continuer à encourager toutes les écoles catholiques parce que pour nous, aujourd'hui, la France représente l'Europe. Et l'Europe, c'est aussi notre histoire. Je pense qu'un Liban seulement anglo-saxon est une perte sur le plan historique. Mais un Liban francophone ouvert aux Américains et aux Anglais, aucun souci, même c'est une richesse. Peut-être bientôt on sera du côté de la Chine, j'en sais rien, à cause du changement géopolitique auquel on est en train d'assister. Mais il ne faut pas avoir le complexe des Américains et des Anglais. Je tiens à le dire. Moi qui parle, j'ai passé 7 ans et demi de ma vie en train d'étudier aux États-Unis. Mais j'étudiais comme Libanais d'abord, comme francophone ensuite, et comme quelqu'un qui aime l'anglais et qui étudie en anglais. Ça ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais faire. Et je pense que ce modèle est vraiment à exporter, même pour la France et pour l'Europe. On peut être français. Aujourd'hui, même les Français sont appelés à être européens, je pense. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se cantonner et s'enfermer dans une seule identité. Voilà. Oui, je n'en dirai pas plus. Peut-être aujourd'hui, mais tu as raison, Georges Maxime, c'est un risque en tout cas, puisque la francophonie perd un point à peu près chaque année. Donc il y a effectivement à être vigilant. Les deux réseaux s'ignorent pratiquement. Ça, c'est peut-être dommage. C'est-à-dire que du côté français, je crois qu'on connaît extrêmement mal le réseau anglophone, et de l'autre côté, pas vraiment davantage. Et personne ne fait vraiment, je dirais, d'intelligence économique pour savoir exactement comment se positionner. Toi, je pense que c'est dans une logique de marché que tu es d'ailleurs, compte tenu aussi de ta formation. Voilà, donc il faudrait sans doute, de toute façon, alors de façon beaucoup plus pratique, faire tout de même extrêmement attention si on ne veut pas perdre de points de marché. Alors, si je répondais comme ça. D'autres questions, Christian? Merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, je voulais vous poser une question. Plus que la langue d'éducation, je pense que pour l'avenir, c'est l'éducation elle-même qui est préoccupante. Je pense avec le ChatGPT, avec l'intelligence artificielle, tout ce que le savoir est entre les mains des élèves partout. Quel rôle a le professeur? Évidemment, vous me direz structurer des pensées, donner de la pédagogie, mais c'est assez préoccupant. Et déjà, nous lisons des articles dans les journaux qui inquiètent beaucoup. Alors, qu'en pensez-vous? Je laisse répondre le chef d'établissement. Là, c'est écoutez, Christian, là le sujet du livre. Et moi, je ne suis pas enseignant. Moi, je m'attendais à ce que la question tourne autour du Liban, parce qu'effectivement, la question de l'éducation au Liban est un dossier lourd. Et Dieu sait combien on a besoin d'éducation. Vous savez, toute la thématique au Liban depuis un certain temps, autour de la corruption, etc. Et on croit que seulement une petite minorité de politiciens sont corrompus, mais quand je réalise combien nous sommes tous corrompus, je vois combien on a besoin de temps, et même, je dirais, des décennies, voire des siècles, pour assurer une bonne éducation à ce pays. Maintenant, il y a une question plus large qui est la question d'un changement, je dirais, historique, et sur le plan humain, on ne sait pas comment en faire. Que faire avec l'intelligence
artificielle, comment ça va impacter l'éducation. Est-ce que l'école d'aujourd'hui est vraiment tout à fait adaptée au changement? Je vous le dis d'emblée, non. On vit dans un système désuet, en voie de changement, métamorphose, pour ne pas dire disparition. Mais est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura plus d'éducation à l'avenir? Je pense le contraire. Parce que ChatGPT et l'intelligence artificielle peuvent nous transformer quand même en des numéros, en des choses, et il y a le risque de perdre notre humanité. Parce que cette intelligence projetée à l'extérieur de nous et complètement détachée de notre corps est vraiment un danger pour l'humanité. Et vous pouvez lire beaucoup d'articles là-dessus. Ce n'est pas une question facile du tout, mais dès aujourd'hui, il faut qu'on se prépare à ça. J'avoue que je ne sais pas comment. Hein. On est un peu en retard, mais les choses évoluent rapidement. Je sais, au Collège Notre-Dame de Jamour, le fait de penser à JTech, c'est-à-dire à l'Académie d'intelligence artificielle et de robotique, était déjà depuis 2016 dans cette perspective, parce qu'on savait qu'on allait arriver vite à cette échéance. Mais votre question est tout à fait à sa place et il faut peut-être la laisser ouverte. Merci. Oui, Président. Ma question s'adresserait à Madame Christine. Je ne vais pas prononcer votre nom de famille. Il me semble qu'il est un peu difficile. Par rapport, suite au fait, le fait que vous soyez fonctionnaire dans le système éducatif français, dans quelle mesure, après avoir abordé et introduite au système éducatif libanais, dans quelle mesure vous pouvez considérer que le système éducatif libanais, plutôt francophone, oui, mais il se caractériserait du système éducatif français? Bon, écoutez, là, le système éducatif libanais, je le connais surtout effectivement dans le réseau homologué. On a d'ailleurs un peu parlé dans le livre. Dans le fond, le système éducatif libanais, dans ce réseau homologué, où à la fois on enseigne pratiquement strictement sous programme français, mais avec parfois des méthodes pédagogiques libanaises, ça donne, alors évidemment pas dans tout le Liban, mais dans un certain nombre d'établissements, dont celui-ci, ou dans Jamour, ou dans d'autres, qui sont représentés ici par sœur Hélène Richard, par d'autres, par Rachel Atala, là-bas, les 5 heures, oui. Voilà, dans d'autres établissements. En tout cas, ce réseau-là, quand il est bon, effectivement, on y trouve un enseignement avec une valeur ajoutée exceptionnelle. Et quand je dis qu'effectivement, on explique dans ce livre que du côté français, on devrait examiner mieux parfois ce qui se fait dans les établissements en dehors de France, auxquels on ajoute une touche, une patte particulière venant de différents pays, alors on a là parfois des niches tout à fait exceptionnelles. Bon, au Liban, ça va être notamment toute cette affaire autour du trilinguisme. On sait enseigner tout cela très bien. Je suis allée dans un certain nombre de classes aussi, où on prenait les élèves en charge d'une façon peut-être plus commune ici, qui est à la fois faite de respect de l'enseignant, mais en même temps d'une approche presque familiale, sympathique de l'enseignant. On sait à la fois être respectueux du prof, et en même temps le professeur peut être assez simple, sans pour autant nécessairement se voir immédiatement envoyer des crans d'arrêt ou des crayons à la figure. Donc il y a vraiment toute une série de choses à observer de ce côté-là, et effectivement, en tout cas, dans un pan du système éducatif, la vraie valeur ajoutée, le capital de ce Liban est quelque chose qu'il faudrait qu'on observe mieux du côté français. Peut-être on prendrait encore une dernière question ou observation. Pour faire suite à ce que notre ancien élève Georges a évoqué à propos des deux systèmes français et américain, je pense que dans l'éducation, il y a toujours un côté dynamique. Et que l'émulation peut-être qui peut exister entre les deux systèmes, c'est un profit pour les deux. Par exemple, nous, Libanais, comme l'a bien dit Père Bateau, on ne fond pas ni dans l'un ni dans l'autre. Mais en général, les Libanais, ils sont en train de prendre les deux. Donc, dans le parcours scolaire, nous adaptons le système français avec toutes ses richesses. Et parfois, au niveau du parcours universitaire, on est en train de compléter avec le système américain. Nous, maintenant, Libanais, si vous nous posez la question, quelle est la différence entre les deux, dans l'un et dans l'autre, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et nous sommes peut-être
bien placés pour prendre ce qui est intéressant dans l'un et dans l'autre. Maintenant, pour répondre à ma collègue Christian, en général, avec les jésuites, on apprend que des fois, on se pose une question pour avoir une piste de réflexion. On ne peut pas attendre la réponse de quelqu'un. Donc, si on est un petit peu inquiet sur le rôle de l'éducateur, je pense que personne ne va nous donner une recette qui nous dit « Demain, éducateur, c'est comme ça que vous allez faire avec l'intelligence artificielle et toutes les découvertes. » Donc, vraiment, c'est à nous d'être toujours dans un système évolutif, parce que l'éducation, comme je l'ai dit, c'est un phénomène dynamique et actif, et c'est à nous de voir comment faire pour continuer à avoir un rôle vraiment particulier que l'intelligence artificielle ne peut pas faire et que nous sommes amenés à réfléchir et à bien faire. Merci Marie-Madeleine. On va peut-être passer à la signature en haut. Merci de votre attention, merci de votre intérêt. Je vous promets qu'il y aura d'autres séances peut-être à Jamour pour continuer cette discussion intéressante et même pour continuer les signatures. Et merci de partager avec nous cette grande fête du Collège Saint-Grégoire. 100 ans, ça se fête et 100 ans, ça nous donne beaucoup de joie. Merci Christine.